Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, le ministre des Affaires sociales, M. Roosevelt Bellevue. Très certainement, on va parler de salaire minimum avec le rapport attendu du Conseil supérieur des salaires, notamment. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell et salut à la fois aux éditeurs, auditrices de Radio Métropole. Alors, le rapport est attendu cette semaine. Finalement, les ouvriers se feront une idée ou encore seront fixés en quelque sorte sur leur sort, non? Oui, tout à fait. Le Conseil supérieur des salaires doit produire son rapport cette semaine pour mettre une fin à cette crise. Vous parlez déjà de crise et vous prévoyez que la solution qui sortira du rapport aidera à résoudre le problème. Bon, de toute évidence, il n'y a pas sorti de là. C'est un problème qui existe depuis plusieurs semaines. Donc on a bien parcouru pas mal, je dirais, de chantiers pour arriver à un dénouement à cette situation. Il reste que le rapport du Conseil supérieur des salaires qui doit arriver cette semaine. Donc à partir de là, on tranchera par rapport à la question du salaire minimum. Mais je tiens aussi à préciser que le salaire minimum, c'est un outil important, c'est un vecteur important qui peut booster les ouvriers, mais en même temps aussi, ça doit booster le patronat. Donc on doit rester compétitif sur le marché de l'emploi. Donc il faudrait qu'il y ait un salaire minimum qui à la fois fera l'affaire aussi des ouvriers et aussi l'affaire du patronat. À votre avis, jusqu'où les patrons peuvent arriver? Bon, ou encore pourraient arriver? Bon, ça, je ne peux pas le dire, mais simplement... Mais par contre, vous savez que les ouvriers réclament 800 gourdes. Bon, ce n'est pas à moi de fixer le salaire, mais simplement j'invite à la fois les ouvriers et aussi le patronat à être à la fois raisonnable et aussi responsable. Donc un salaire qui permettra aux ouvriers de répondre à certains besoins, je dirais, urgents, indispensables, c'est quand même une motivation. Et pareillement aussi, le patronat a besoin aussi qu'il y ait un salaire qui ne compromet pas trop les investissements. Donc il faut trouver un juste équilibre. Et c'est cette mission que doit réaliser le Conseil supérieur des salaires. Et ce juste équilibre s'expliquerait comment? Ben, c'est trouver, je dirais, un consensus qui permettra au patronat aussi de vouloir toujours investir en Haïti et qui permettra aussi d'autres investisseurs par rapport au marché de l'emploi en Haïti de trouver que c'est un espace assez optimiste, attirant, et de l'autre côté, les salariés aussi doivent trouver leur compte à travers un salaire, je veux dire, réaliste. Ici, on parlerait de 400 gourdes, de 500 gourdes, bon, ou de 600. C'est pas à moi de fixer des chiffres, mais simplement... Non, pour parler du juste équilibre. Là encore, moi, d'un point de vue conceptuel, je passe de juste équilibre, mais je ne peux pas m'interférer dans la décision du Conseil supérieur des salaires. Mais un ajustement qui, à la fois, rendre Haïti compétitif, prend en compte aussi, je dirais, des conditions de vie des ouvriers, et qui prendra aussi en compte des attentes et des espérances aussi du patron. Vous savez qu'ils vous suivent là maintenant, les ouvriers? Oui, on est toujours en contact. Non, est-ce que vous savez qu'ils suivent cette émission-là? Je crois que oui. Bon, ce que je dis là, je l'ai déjà dit à travers
des échanges que j'ai eus avec les ouvriers, pareil aussi à travers le patronat. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils seraient prêts à faire des concessions? Par exemple, ils ont demandé 800 gourdes. Est-ce qu'ils vous ont dit jusqu'où ils pourraient aller dans leur démarche, dans leur revendication de cohérence? Moi, j'ai toujours tenu un discours clair, que ce soit avec les ouvriers, que ce soit avec le patronat. Et ce qu'on a déjà fait rentre dans cette perspective de cohérence et de clarté, aussi d'honnêteté dans le discours. Donc on avait promis aux ouvriers qu'on va mettre en place un ensemble de mesures d'accompagnement. Et ça ne tient pas compte effectivement, absolument, de lancement de ce mouvement de contestation. Ça fait partie d'un engagement du gouvernement, particulièrement du président de la République. Donc, de voler au secours des gens les plus vulnérables, donc, qui se trouvent dans des difficultés, que ce soit sur le plan alimentaire, sur le plan médical, sur le plan aussi de logement, et peut-être plus loin sur le plan de transport. Donc, on avait prévu d'accompagner les ouvriers, ce qu'on avait déjà fait, en finançant à hauteur près de 40% le prix des plats, et aussi en défendant le principe que les gens qui ont cotisé à l'ONA doivent avoir une assurance qui fonctionne. Et pareil à l'OFATMA, hein, une assurance médicale à l'OFATMA qui fonctionne. Donc, ils doivent jouer les problèmes. Là, vous parlez de mesures d'accompagnement. Ah oui, tout à fait. Et là, on doit aussi en tenir compte dans le cadre aussi de discussion par rapport à la question du salaire. Mais bon. La semaine dernière, il y a eu casse et incendie, en quelque sorte, à l'avenue Charles Sommer, là où se trouve le siège du ministère que vous dirigez. Avez-vous fait le bilan des dégâts déjà? Oui, bon, il y a un bilan estimatif, bon, même si vraiment les dégâts ne sont pas énormes, mais c'est inadmissible. On ne peut pas tout mettre sur le compte de la revendication de quelques mois de salaire. Donc, ne parlez pas trop bas, monsieur le ministre. J'ai l'impression qu'on ne va pas vous entendre. Oui, donc je dis que c'est inadmissible. On ne peut pas tout mettre sur le compte tout ça sur le compte de la revendication de quelques mois de salaire. C'est inadmissible que des soi-disant syndicats ou des gens du ministère qui ne sont pas payés pendant quelques mois profitent de cette occasion. Déjà, je n'étais pas là, j'étais à l'étranger pour faire des casses et aussi brûler des documents appartenant aux archives du ministère. Donc, il y a une enquête interne qui est en cours pour identifier les responsables. Et après, on saura la décision qui sera prise à leur compte conformément au dispositif judiciaire. Est-ce que c'était l'œuvre des contractuels? Je sais qu'il y en a eu pas mal et que l'on parle même de plusieurs milliers. D'abord, quel est le chiffre exact? Quel est le nombre de contractuels au ministère des Affaires sociales? Oui, le ministère des Affaires sociales, à ce niveau, c'est un ministère assez atypique, assez particulier. On comble plus de nombre de contractuels. Alors, il y a des contractuels que j'appelle plus ou moins réguliers ou institués, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis quelque temps et qui ont eu régulièrement un contrat. Et les contractuels nouveaux, ceux qui sont arrivés à partir de l'ancien ministre, de celui qui m'a précédé. Et ces contrats concernent à la fois le mois d'octobre et d'autres aussi sont arrivés en mars, oui, on est à février, monsieur le ministre. Bon, alors, pour les deux, hein, les contractuels plus ou moins fonctionnels réguliers sont à environ 1300. Et les nouveaux contractuels, qui sont des contractuels, il y en a qui sont fictifs, éparpillés dans la nature, qui se chiffrent à environ au hauteur de 4000. Ça dit du point de vue de contractuel. Il y a 4000. Ah ben oui. 4000 contractuels fictifs. D'une certaine manière. Et 1300 réguliers. Oui, tout à fait. Donc vous sortez de l'argent, vous devez sortir de l'argent chaque mois pour, je ne sais pas, en guise de rémunération régulière.
je fais un travail de filtrage. Donc les 4000 nouveaux sont réduits, revus à la baisse. Donc ils sont à peu près dans l'ordre de 1500 à peu près. Donc aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Ouais. Et vous faites quoi des 3000? J'avais demandé à tous les gens qui ont eu un contrat de se présenter avec le pièce d'identité. Comme ça, il y a beaucoup, il paraît, qui n'ont pas pu venir parce qu'il y a certaines irrégularités dans le processus. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être profité de la faiblesse de ce ministère donc, pour s'octroyer des contrats. Donc, mais on parle même, il y a des gens au ministère qui ont plusieurs contrats. Vous avez dit des gens qui s'octroient un contrat? Ouais, parce que C'est-à-dire je peux être ici à Métropole et puis me considérer comme un employé contractuel du ministère des Affaires sociales? Oui, c'est le cas. Comment vais-je faire pour avoir ce qui paraît, il y a beaucoup de négligence au cours de la gestion de l'ancien ministre. Des contrats sont octroyés de façon... Ils ont été payés? Pas encore. Bon, ils ont le contrat? Ah bah oui. Mais ils ne sont pas encore payés? Non, pas encore payés. Il y en a aussi qui ont les contrats et qui n'ont pas travaillé. Ils ne sont pas des contractuels, monsieur le ministre? C'est pour ça que je dis des contractuels. Il y en a qui sont des contractuels purement fictifs. Mais ils ont un contrat qui a été signé par la Cour supérieure des comptes. Comment, ou encore, qu'est-ce que vous avez fait pour savoir qu'ils existent et qu'ils sont là? Le chiffre de 4000, est-ce que vous l'avez trouvé aussi? C'est partie des contrats qui sont signés par la Cour des comptes. Ils ont un contrat en main. Ils ont un contrat en main. Signé par la Cour supérieure des comptes. Donc, c'est quand même un vrai bazar. Et bon, la Cour supérieure, je me demande comment la Cour supérieure des comptes peut signer autant de contrats. C'est une question. Avec signature authentique des responsables de la Cour des comptes? Oui, bien sûr. Et vous faites quoi maintenant de ces contrats? Vous les jetez à la poubelle ou automatiquement renvoyer les gens, ou bien leur dire ou vous leur dites qu'ils ne sont pas des salariés réels? Non, il y en a beaucoup qui ne sont pas des salariés réels. Je suis en train de gérer ce dossier pour trouver une issue. Mais c'est clair, il y a, je dirais, de l'implication de beaucoup de gens qui sont dans le système. Et c'est inadmissible que cela perdure. Ok, est-ce que vous pensez que, bon, évidemment, vous avez parlé d'enquête interne, d'enquête administrative interne sur les incidents de la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que ces incidents seraient, ou encore pourraient être l'œuvre de ces contractuels évincés adroitement par le ministre? Bon, je peux dire qu'il y a... Je m'excuse. On est en train de mettre le ministère sur la voie d'une réforme efficace, efficiente. C'est clair, il y a beaucoup de gens qui pensent être lésés par les mesures qui sont en train d'être prises. Déjà que ce soit au niveau des gens qui ne sont pas là et qui continuent de recevoir leur virement. Donc une décision a été prise pour freiner cette dérive. Il y a aussi un contrôle des présences. Alors, en plus des contractuels, vous avez des employés zombies aussi? Oui. Des employés zombies, des absentéistes, tout? Tout à fait. Au nombre de combien? Quelle est la quantité? Je ne peux pas rapidement donner un chiffre exact, mais ça varie, je pense, entre les 40 et 50. Bon, c'est pas beaucoup par rapport à 4000. Bon, pour l'instant, pour l'instant, voilà. Mais c'est un travail assez difficile, courageux, mais qu'il faut entreprendre pour mettre le ministère sur... Mettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre. On va observer la pause, monsieur le ministre. Et au retour, il y a d'autres sujets que je souhaite aborder avec vous. Par exemple, la situation des enfants des rues. Et puis, quid des restaurants communautaires.
qui était remarqué un peu partout à travers le pays sous l'administration de Martelly Lamotte. Où sont passés ces restaurants? Et d'autres questions ensuite vont suivre. Je sais aussi que vous étiez aux États-Unis, vous étiez à l'étranger. C'était dans quel but? Ce sont donc là des points que j'aurai à voir avec vous au retour. Merci de votre patience. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre des Affaires sociales, Monsieur Roosevelt Bellevue, est notre invité aujourd'hui. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Avec nous ce matin sur le plateau, le ministre des Affaires sociales, Monsieur Roosevelt Bellevue. Oui, alors, Monsieur le ministre, on parlait du rapport qui est attendu cette semaine, le rapport du CSS, du Conseil supérieur des salaires. Et on a parlé aussi des contractuels et apparemment, vous souhaitez revenir sur ce point-là. Juste pour préciser qu'on fera de notre mieux pour que cette semaine, on donnera une réponse par rapport aux revendications des contractuels. Des contractuels. Réguliers ou tous les contractuels? Bon, on va prendre en compte les deux. Les deux. Et on peut pas en savoir plus? Alors, même s'ils ont été nommés de façon irrégulière, vous allez quand même tenir compte de leur nomination et en tant que contractuels et même régulariser leur situation, c'est ça? Non, le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est un ministère qui doit donner du travail, sauf qu'on ne peut pas donner du travail à tout le monde. Donc, on ne doit pas non plus faire de justice, on est là pour la justice sociale. Donc, on va apprécier les cas, au cas par cas, et prendre la décision qui s'impose. OK. Là, maintenant, on a déjà une idée de ce que vous entendez faire, et c'est à partir de cette semaine que la solution sortira. Oui, parce que il y a déjà un premier travail qui a été acheminé au ministre des Finances dans le cadre du paiement des arriérés. Donc on va accélérer le processus et aussi prendre en compte les autres cas des contractuels nouveaux et voir comment on peut donner une satisfaction. Vous avez les moyens? Vous avez les moyens? Le budget prévoit de l'argent pour payer 4000 contractuels? Bon, comme je dis, on ne va pas payer les 4000. Hein, donc, je dis, un travail a été déjà fait. Donc, le chiffre, ce nombre a été revu à la baisse. Donc, à partir de là, on va, avec le peu de moyens qu'on a, donc on va trouver une solution pour répondre. Monsieur Bellevue, et où sont passés les restaurants communautaires? Bon, il y a deux approches des restaurants communautaires. Il y en a ceux qui existaient bien avant mon arrivée, et ceux qu'on vient d'ouvrir un peu partout à travers le pays sur la demande du président de la République. Déjà, on avait commencé dans la Grand'Anse. Mais pourquoi ne pas réactiver ceux qui avaient déjà existé? C'est un dossier, j'ai déjà fait demander une enquête qui a été réalisée, que je suis en train de traiter, donc pour savoir comment clore ce dossier. Et on en saura un peu plus à partir de la semaine prochaine. Comment clore ce dossier, c'est-à-dire? Parce qu'il y a des restaurants qui ont été, je dirais, ouverts à partir des modalités, je dirais, peu claires, interpellantes. Pourtant, ils ont fonctionné quand même. Il y a aussi il y a beaucoup de dettes. Hein. Donc, il y a d'abord des maisons à louer qui n'ont pas été payées. Il y a aussi des ménages qui travaillaient dans ces restaurants qui ne sont pas encore payés. Donc, je ne peux pas intervenir sur ce dossier sans un travail d'enquête qui me permettra d'avoir des éléments nécessaires à l'appréciation de ce dossier. Donc, ce que j'avais fait. Au cours du mois de juillet, on va sortir une décision par rapport à ces dossiers particuliers. Est-ce que l'on doit s'attendre à la disparition totale ou partielle de ces restaurants ou pas? Bon, il y a 7 ans local nouvellement qu'on va réutiliser dans le cadre du nouveau programme
qui est déjà en cours dans plusieurs départements. Il y a près de 150 restaurants qui sont déjà ouverts, qui fonctionnent, mais ce n'est pas à partir de nouvelles appellations, à partir de nouvelles modalités. Pour l'instant, on ne loue pas de maison, de local, on ne paie non plus pas de ménage. Donc cela fonctionne suivant une approche que j'appelle de proximité, de citoyenneté de proximité. Donc dans chaque localité où ces restaurants fonctionnent, on choisit une commission de 5 personnes qui sont choisies par les élus locaux et aussi la société civile, à qui on apporte les ingrédients et qui font fonctionner les restaurants. Donc ce qui nous permet d'ouvrir autant, parce que sinon ça aurait été difficile. Donc c'est une autre approche par rapport à ce que je veux comprendre, ce que je veux surtout savoir, je ne suis pas là pour faire, je dirais, une sorte de plaidoyer pour ces restaurants, mais j'avoue qu'il y a des témoins, des reportages qui avaient été réalisés et qui ont démontré que c'était, je ne sais pas à quel prix, mais quand même, on pouvait remarquer de longues files de gens et qui se restauraient sans problème dans ces espaces-là. On les voyait. Apparemment, ce n'était pas une mauvaise chose. Vous parlez de quoi? De restaurant. Dans le temps ou aujourd'hui? Dans le temps. Il y a 3 ans, disons, il y a environ 3 ans, 2 ans ou 3. Bon, oui, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise chose. Peut-être c'est au niveau de la gestion. Qui était mauvaise. Alors, ensuite, il y a aussi un financement qui n'est plus disponible, le Petro-Caribé. Ça a été complètement financé. Oui, mais dans un contexte d'insécurité alimentaire évoqué à tout bout de champ. Donc là, ce que je dois bien comprendre, c'est que il n'y a plus, il y a pas d'espoir pour que... C'est pas le même système. Non, aujourd'hui, on en ouvre un petit peu plus par rapport peut-être ce qu'il y a 2 ans de cela. Sauf que c'est pas le même fonctionnement, c'est pas la même vision, c'est pas les mêmes modalités de fonctionnement. Donc le président de la République... Est-ce que vous fermez certains pour réouvrir d'autres? Ah non, j'ai pas fermé. Simplement, bien mon arrivée, ces restaurants ne fonctionnaient pas. Donc oui. Simplement, on a rouvert selon la feuille de route du président de la République. Mais le ministre peut autoriser la réouverture de ces... Mais on ne peut pas rouvrir. Donc je dis, il y a beaucoup de choses qu'il faut clarifier par rapport à la fois l'attribution de ces restaurants, le mode de fonctionnement, le coût, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore payés, donc on ne peut pas ouvrir systématiquement. Bon, moi, ce qui était important, et je rentre dans le cadre de la mission que m'avait donnée le président de la République, c'était de faire tout pour donner à manger, surtout à des gens qui se trouvent dans des situations d'une certaine insécurité alimentaire, déjà dans la Grand'Anse, dans les zones qui ont été touchées par l'ouragan, la Grand'Anse, le Sud, je sais. Ce qu'on avait commencé à faire. Déjà vous êtes intervenu sur Métropole pour annoncer la réouverture de ces restaurants après le passage de Mathieu. Oui, tout à fait. Donc, clair. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de Petro-Caribé? Vous venez de le dire. Ah non, mais c'est pour vous allez trouver l'argent pour... C'est pour cela qu'on a pu utiliser, je dirais, des stratégies appropriées, adaptées. Donc on ne loue pas de maison, on n'embauche pas non plus. Donc on bénéficie de l'implication de la population. Donc dans chaque commune, là où il y a des restaurants, il y a un comité de 5 personnes qui prennent en charge tout. Donc on les alimente en ingrédients. Et jusqu'à présent ça fonctionne. On ouvre à peu près 160 pour l'instant. Et on va ouvrir 400 sur la demande du président de la République. Donc il reste on doit alimenter, il reste le nord à alimenter et Port-au-Prince. Et à partir de la semaine prochaine, on va arriver sur Port-au-Prince. 400. Oui. Bientôt 400 Donc restaurants. pour qu'on arrive à donner, je dirais, un soutien alimentaire à des gens qui se trouvent dans le besoin un peu partout à travers le pays. Ça rentre dans la feuille de route que m'a confié le président de la République et aussi le Premier ministre. Ok. Dites-moi, M. Bellevue, est-ce que la situation des enfants des rues ne figure pas dans vos priorités?
Absolument, absolument. Et J'ai déjà effectué... Qu'est-ce que vous avez déjà fait? J'ai déjà effectué, il y a 2 centres d'accueil d'enfants à Port-au-Prince. Oui, mais qui ont existé avant votre arrivée. Oui, tout à fait. Et bon, je dois les faire fonctionner. J'ai déjà effectué 2 visites, d'abord au centre d'Elma et aussi au centre de Kafou. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc pour l'instant, je fais tout ce qui dépend de notre possible pour les réapprovisionner, surtout en ingrédients. Mais il y a beaucoup de travail à faire, mais je dois aussi dire que le ministère a un grand problème aussi de budget, mais comme je vous l'ai dit, il y a des sujets qui ne peuvent pas attendre. Donc on doit chercher les moyens pour réaliser des projets qui sont indispensables. Donc vous les voyez déjà, ces moyens? Je suis en train de les chercher. Déjà, j'étais en déplacement à l'étranger, déjà à Miami. C'était un voyage, je dirais, d'affaires, mais d'un point de vue politique, d'un point de vue aussi social, pour trouver les moyens, rencontrer les gens. Et à partir de la semaine prochaine, le 10, il y a une délégation qui arrive et on va voir comment restructurer cette descente. Et c'est un projet que je porte aussi avec la Première Dame, qui prend à cœur ce dossier et qui a déjà aussi effectué une ou 2 visites dans ces 2 centres. Donc c'est un projet... Vous parlez du centre de Delmatois, c'est ça? Bien sûr, et aussi de Carrefour. Donc, mais on va mettre aussi d'autres centres à travers les autres départements. Donc on va faire de la cause des enfants des rues une priorité. Et ces centres vont être repensés, réorientés pour que ces enfants puissent avoir une formation académique adaptée, une formation professionnelle aussi adaptée et qui puisse les permettre de se réinsérer socialement et professionnellement. Ok. Et pour ceux qui ne sont pas dans les rues, les jeunes, oui. Alors, on a aussi un programme pour les jeunes, je dirais, des quartiers difficiles, et d'autres jeunes aussi. On prévoit de former 1000 jeunes à travers tout le pays, à raison de 100 jeunes par département, dans des différents types de métiers comme l'informatique, la plomberie, la mécanique, la maçonnerie. Je souhaite démarrer, sous la demande aussi du président de la République, avec une formation en informatique, d'abord à Cayenne. Il y a une demande qui a été faite au président de la République par la maire de cette commune. Et cette promesse sera accomplie au cours du mois de juillet. Donc pendant mon séjour à Miami, je peux être en contact avec les membres de la diaspora, surtout peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui a au collège Azur, ça vous dit quelque chose? Azur College, oui. Napoléon, donc oui, qui m'a déjà offert 25 ordinateurs, je dirais, neufs, et qui seront utilisés dans le cadre du lancement de ce programme à Cayenne. Et je vais faire de même dans le département du Sud-Est, dans la Grand'Anse, aussi Nord-Est, et dans les autres départements progressivement. Donc c'est un programme qui sera lancé au cours de ce mois de... Au cours de juillet à Cayenne, parce qu'on a déjà visité les locaux, donc, qui sont en train d'être réparés pour recueillir cette formation. Mais comment est-ce que les jeunes vont avoir accès à cette formation? Alors, il y aura une sélection, c'est sûr, on ne peut pas prendre tout le monde. Oui, 25 par domaine, on va commencer par l'informatique. J'ai déjà discuté avec la mairesse de la Cayenne pour définir les critères de sélection. Et je vais la rencontrer entrer en contact avec elle la semaine prochaine. Donc pour bien définir ces critères. Mais on donnera une attention particulière aux gens qui se trouvent dans les quartiers difficiles. Parce que c'est important qu'on pense à eux. Et je dois aussi préciser donc, par rapport à ce programme, après la formation, on mettra à leur disposition un fonds qui va permettre eux-mêmes de créer leurs propres activités entrepreneuriales pour donner du travail aux jeunes qui se trouvent dans ces quartiers difficiles. À Port-au-Prince, on compte former un peu plus de jeunes, par exemple 100 jeunes dans ces différents domaines, et aussi parfois prendre un petit peu plus dans certains secteurs qui sont porteurs. Et le dernier mot, Monsieur le Ministre?
Je voudrais lancer d'abord un appel aux ouvriers, aux syndicats, un appel au calme, à la sérénité et au dialogue, pour qu'ensemble on puisse créer un espace, un climat d'affaires serein qui soit profitable à la cause des ouvriers, mais aussi qui soit profitable à la relance de l'économie d'Haïti. Et c'est à travers un compromis ouvrier-patronat qu'on arrive à le faire. Et je tiens aussi à lancer un appel au Conseil supérieur des salaires, aussi d'emboîter les pas pour que d'ici au cours de cette semaine, le rapport soit prêt et que la question du salaire minimum soit traitée une fois pour toutes. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Roosevelt Bellevue, ministre des Affaires sociales, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.